Merci de nous retrouver sur Digital Congo Télévision pour un nouveau numéro d'entretien. Ce soir, on parlera plus économie. Vous le savez, le franc congolais a connu il y a quelques jours une petite embellie, mais qui n'a pas duré parce que la chute a repris. Alors, comment expliquer cette dépréciation de notre monnaie face au dollar américain? Quelles sont les solutions? Doivent-elles être conjoncturelles ou structurelles? Alors, toutes ces questions que vous vous posez, on va les poser ce soir à un expert, un rompu en la matière, en la personne du professeur Godin Pourri. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Rita. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci et surtout pour la confiance faite à ma modeste personne en me réinvitant sur votre prestigieux plateau. Je vous en prie, professeur. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, maintenant ça va. Ok. Ouais. L'actualité au pays, c'est le 9e jeu de la francophonie que le pays a organisé. Un mot là-dessus? Je pense que c'est le meilleur événement qu'on a vécu depuis plus de 20 ans. En géopolitique, il y a ce qu'on appelle les vertiges géopolitiques des États. Je ne veux pas vraiment m'étendre là-dessus, mais l'une des vertus, c'est les rayonnements. Et je crois que moi, personnellement... Soft power, comme on dit. Voilà. Donc moi, quand j'ai suivi ça, j'étais fier d'être Congolais. Okay. Alors, la francophonie est passée, on revient à nos mots. Alors, ce soir, on parlera plus de notre économie. Oui. Dernièrement, on a vu qu'il y avait une embellie de notre monnaie. Les dollars américains est allé même jusqu'à négocier le franc congolais à 2000... Qu'est-ce que j'ai dit? $1 à 2100 francs congolais, 2200, mais ça n'a pas duré. Vous avez également suivi cette actualité. Merci beaucoup. Lorsqu'il faut parler d'abord de la monnaie congolaise, il faut savoir que de tous les temps, cette monnaie a toujours connu 3 facteurs perturbateurs. Il y a le facteur d'ordre économique, il y a les facteurs d'ordre monétaire et il y a les facteurs qui sont liés à la balance de paiement. Et ça, c'est canonique. Mais qu'est-ce qui se passe d'abord sur le plan des principes? Vous ne pouvez pas avoir une monnaie forte quand vous n'avez pas une économie forte. Les deux sont liés. Oui, parce qu'en fait, la monnaie, c'est l'expression de la richesse d'un État. Et j'étais très heureux lorsque je vous ai entendu parler des éléments structurels et conjoncturels. Et c'est ce qui fait que depuis l'existence de la République démocratique du Congo, nous sommes en 1885, ces territoires étaient considérés comme un exutoire des matières premières à destination de l'Europe. Et au fil des ans, depuis 1885, nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts pour changer notre modèle économique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'abord au niveau des principes avant d'aborder l'actualité. C'est que de tous les temps, notre monnaie a toujours été victime de ces 3 facteurs perturbateurs. Donc, sur le plan économique, tout le monde le sait maintenant que nous sommes l'un des rares pays qui consomme ce qui n'a pas produit et qui produit ce qui ne consomme pas. Et du coup, cela fait que nous sommes généralement alimentés par l'extérieur. Et lorsque vous faites les schémas commerciaux de la République démocratique du Congo, c'est que nous avons des grands partenaires commerciaux. En l'occurrence, l'Union européenne et la Chine. Et de ce point de vue-là, vous allez constater que depuis 2019, l'économie mondiale est brinque-ballante.
D'abord, on a commencé avec les perturbations climatiques. Et en 2019, les hivers étaient très forts, et en Europe et ailleurs. Et lorsque vous avez un hiver fort, vous avez besoin de plus en plus d'énergie. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour expliquer pourquoi nous nous retrouvons là où nous sommes et nous allons proposer des solutions par la suite. C'est que, avec ces perturbations-là climatiques, l'industrie était devenue plus énergivore qu'avant. Et du coup, lorsque les industries consomment de l'énergie supplémentaire, cela engendre de nouvelles charges d'exploitation. Et alors, vous avez constaté que déjà, au lieu d'approvisionnement, qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Chine, eux-mêmes avaient vécu leur propre inflation. Et nous, comme nous sommes dans une économie extravertie, nous avons vécu ce qu'on appelle de l'inflation importée. Donc là, ce sont les problèmes structurels que ni Léopold II, ni ceux qui sont venus avec lui n'avaient pas résolu. Et le deuxième facteur qui a aggravé la situation, ça a été l'environnement sanitaire. Parce que lorsque nous subissons d'abord la crise énergétique, après il y a eu la crise sanitaire avec la pandémie de Covid. Et malheureusement pour le monde, la Chine, aujourd'hui c'est la télé du monde, la Chine c'est 12% des exportations mondiales, 8% des importations mondiales, au moins 17% du PIB mondial. Bien sûr, là, les États-Unis sont toujours en tête avec 24%. Et la Chine vous achète entre 40 et 50% des matières premières sur la place internationale. Mais la Chine va mal gérer la crise sanitaire en confinant tous les territoires contaminés. Les usines étaient fermées, du coup, nous avons vécu ce qu'on a appelé la crise du fret. Donc, la Chine ne produisait plus davantage. Au nom de la loi de l'offre et de la demande, les prix d'équilibre devaient monter vers le haut. Et cela a également aggravé la situation de la République démocratique du Congo, parce que j'étais en train de vous dire que nous avons des entonnoirs commerciaux, c'est l'Union européenne et la Chine. Comme si cela ne suffisait pas, pendant que la crise sanitaire n'était même pas encore totalement finie, on va connaître une crise géopolitique. Et cette crise géopolitique, c'est la guerre russo-ukrainienne. Et qu'est-ce qui se passe? Les Occidentaux vont prendre une batterie de mesures contre la Russie, notamment se privant de son gaz, qui représentait en fait les 40% du stock de l'Europe occidentale. Et du coup, lorsque vous prenez de telles mesures avec brusquerie, c'est qu'il y aurait des conséquences pour tout le monde, du moins pour toutes les parties engagées dans cette guerre. Qu'est-ce qui va se passer? L'Union européenne, pour compléter son stock énergétique, s'approvisionne maintenant notamment par l'Inde. Et l'Inde, ayant eu une demande supplémentaire, s'est organisée pour importer de la Russie. Donc, les produits pétroliers et gaziers quittent la Russie, arrivent pour l'Inde, et avant de revenir en Europe. Du coup, ça crée des charges d'exploitation supplémentaires. Donc, ces trois facteurs combinés ont fait que nous puissions être victimes de ce qu'on appelle de l'inflation importée. Mais maintenant, en interne, la résurgence de la guerre dans l'est du pays contribue également à cette fragilité monétaire.
Pourquoi? Oui, mais cette guerre, elle a duré plus d'une décennie, mais non, le franc était quand même plus ou moins stable. À un certain moment, il y avait déjà la calmie, mais elle a repris, ça va faire plus d'une année. Et dans cette reprise, s'est fait avec plus d'ampleur que par le passé. Et du coup, il fallait y consacrer les gros de nos moyens budgétaires. Et vous le savez, lorsqu'il y a une forte pression sur les dépenses publiques, ça finit également par avoir des répercussions sur la monnaie. Et comme si cela ne suffisait pas, tous ces territoires qui sont occupés ne permettent pas de mobiliser davantage les recettes de l'État. Surtout avec le poste frontalier de Bunagana. De Bunagana, voilà. Donc, je connais personnellement les patelins. Bunagana, c'est la porte d'entrée. Donc, oui, tout ce qui vient de l'Ouganda, parce que pour ceux qui connaissent la géographie de la RDC, c'est pratiquement les coins. À gauche, vous avez l'Ouganda. À droite, vous avez le Rwanda. Et du coup, cela alimente la contrebande et amenuise les moyens financiers de l'État. Donc là, j'étais sur le plan de l'environnement économique, oui, mais il y a les problèmes d'ordre monétaire qui fragilisent notre monnaie de tout le temps. C'est-à-dire? C'est parce que chez nous, il y a une coexistence entre l'économie formelle et l'économie souterraine. Et malheureusement pour nous, l'économie souterraine a prégnance sur l'économie formelle. Et quelle est la conséquence monétaire? C'est qu'il y a une masse d'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale. Et dans ces conditions-là, ça devient de plus en plus difficile de stabiliser la monnaie. Mais je dois vous dire que la Banque centrale a toujours joué son rôle avec beaucoup de professionnalisme. Mais là, je suis en train de mettre en exergue les facteurs perturbateurs qui font que notre monnaie... Oui, mais cette situation, apparemment, c'est comme si c'est voulu. Parce que c'est connu que l'informel prend toujours les dessus sur le formel. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cela? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'équilibrer plus ou moins les choses? On ne peut pas arrêter, ne fût-ce que rééquilibrer les choses. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Mais je crois qu'il faut maintenant parachever la digitalisation de la vie économique de notre pays. Donc, je pense qu'avec la digitalisation, on sera en mesure de juguler le développement de l'économie informelle. Mais là, nous devons expliquer pour que les gens comprennent. Oui. Il y a une masse importante, une masse monétaire importante qui est brassée, qui circule entre les mains des cambistes. Et du coup, ça devient un peu difficile de créer l'équilibre entre la monnaie locale et les devises étrangères. Évidemment, là, je donne d'abord des facteurs perturbateurs avant de faire des propositions. Oui. Et le troisième facteur perturbateur de notre monnaie, c'est la balance de paiement. Comme j'étais en train de le dire également, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de rentrées des devises, étant donné que nous dépendons plus des importations, et du coup, ça perturbe la balance de paiement, et à ce moment-là, ça rend la monnaie fragile. Et donc, c'est pour dire que la situation que nous connaissons maintenant est essentiellement due à ces trois éléments externes et l'élément interne que je venais d'évoquer, à l'occurrence, la crise énergétique de 2019, la crise sanitaire de 2020 et l'environnement géopolitique depuis l'année passée avec la guerre d'Ukraine. Et en interne, nous avons la guerre dans l'est du pays. Et pour ceux qui ne le savent pas, chaque fois qu'il y a crépitement d'armes, c'est $1 de moins pour les trésors publics. Et imaginez-vous quand il faut acheter les Sukhot et consorts. Donc, il y a de fortes pressions qui s'exercent sur les dépenses de l'État. Donc, de manière globale, il s'agit d'une situation mondiale. Je peux vous donner les statistiques de l'inflation de par le monde.
lorsque vous êtes au niveau de la Turquie, ils sont à 51%. Les Ghana, ils étaient à 49%. Les Niger, bien avant les coups d'État, ils étaient à 24%. Maintenant, ça vient de prendre de l'ascenseur. Ce n'est pas une excuse, mais nous sommes en train de faire voir au moins à ceux qui peuvent encore être objectifs dans leur vie que la situation est mondiale. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Kenya. Vous suivez ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc, bref, avec la mondialisation, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des répercussions économicides sur toute l'étendue de la Terre. Mais ce que nous pouvons dire, de manière objective, nous sommes parmi les rares pays qui ont relativement, je ne dis pas qu'ils ont bien géré, mais qui ont relativement bien géré cette situation. Je vais vous donner un exemple, Madame Rita. Chez nous, à la pompe, les litres, donc, sauf si ça a changé comme je suis rentré hier, les litres, c'est environ 1,2 $. Oui. Mais aujourd'hui en Europe, c'est autour de 1,9, 2,20. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, c'est pour vous faire voir qu'il y a quand même beaucoup d'efforts. Je ne dis pas que ces efforts sont suffisants, mais si nous voulons faire une graduation, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo fait partie des meilleures économies. Et aujourd'hui, je ne suis plus seul à le dire. Même les fonds monétaires l'attestent que pour une fois, nous sommes entrés dans les top 10 des meilleures économies africaines. Ah bon? Voilà. Professeur, j'aimerais quand même qu'on revienne à l'actualité de ces 3 derniers jours. 150 millions de dollars américains ont été consacrés par la Banque centrale à la disposition de banques commerciales. Alors, dites-nous, en quoi consistait réellement cette opération? Merci beaucoup. Chaque État a ce qu'on appelle les cadres opérationnels de la politique monétaire. Évidemment, les outils classiques que la banque a toujours utilisés, c'est notamment les taux directeurs, les billets de trésorerie, autrement dit les bons du trésor, et enfin les sections de devises. Donc ça, c'est classique. C'est les outils nodaux qu'on utilise pour lutter contre la dépréciation monétaire. Okay. Alors, mais l'état actuel de la science atteste qu'il existe des politiques monétaires conventionnelles, c'est avec les outils classiques que je venais de donner, mais il existe également des politiques monétaires non conventionnelles. C'est ainsi que vous avez suivi, par exemple, dans l'eurozone, lorsque l'inflation était devenue pratiquement galopante, vous avez vu la Banque centrale européenne adopter des taux directeurs négatifs. Donc, lorsqu'un pays adopte un taux directeur négatif, c'est qu'en fait, on est dans la politique expansionniste. C'est-à-dire que lorsque vous venez verser votre argent dans une banque, au lieu que la banque vous rémunère, c'est vous qui devez rémunérer la banque. Okay. Donc ça, ce sont des politiques monétaires non conventionnelles. Donc c'est pour vous dire que au-delà de ces outils classiques, nodaux, canoniques qui sont connus de tous, il y a par moment, on doit s'adapter à la conjoncture. C'est ainsi que par moment, ça vacille, ça monte, ça descend. Mais je crois qu'on va aborder ça dans les cadres des solutions à proposer. Oui, oui, tout à fait. Alors, les 150 millions ont été disponibilisés, mais très rapidement, le franc congolais a repris avec sa chute. Alors, est-ce que notre marché est à même comme ça d'absorber 150 millions de dollars américains en quelques jours? Oui, c'est possible dans ce sens que la combinaison de ces éléments internationaux que je venais de dire, mais pour ceux qui suivent
l'évolution des finances publiques de notre pays. C'est vrai qu'il y a eu des progrès énormes depuis que le Congo existe. On a un budget de 16 milliards de dollars et moi je crois que c'est possible d'ailleurs de l'exécuter totalement parce que au 28 juillet, nous étions déjà au-delà de 12 000 milliards de francs congolais. Lorsqu'on considère que dans l'enveloppe globale, les 16 milliards, c'était autour de 33 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que si on fait suffisamment d'efforts, on peut atteindre ces budgets-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les recettes n'ont pas évolué au rythme que nous avions l'année passée. Ok, donc il y a une faible mobilisation. On peut dire ça comme ça. Une relative, voilà. On doit le dire. Parce que j'ai suivi à un certain moment, il y a certains experts qui disaient que non, on a bloqué la paye des fonctionnaires, des choses comme ça. Oui, non. ça se disait, on a bloqué. Ce sont les finances publiques. Si certaines dépenses ont été gelées, c'est parce que la trésorerie n'a pas été bonne. Nous devons avoir le courage de le dire. C'est pourquoi vous me voyez, moi je me bats contre tous ceux qui prennent les biens de l'État. Je ne dis pas que je suis le seul à le faire, mais je dois jouer mon rôle pour accompagner le président de la République. En fait, on a constaté au début de cette année un certain relâchement dans la mobilisation des recettes pendant que les potentiels existent. Pourquoi nous disons que les potentiels existent? L'année passée, nous l'avons fini avec une production qui peut faire des millions de tonnes et demi. Cette année, nous allons la terminer d'après les statistiques et les projections fiables avec au moins 3 millions de tonnes. Avec l'évolution des coûts sur les marchés internationaux, c'est-à-dire que les potentiels existent. Donc l'effort de service n'a pas suivi. Et lorsque nous donnons ce conseil, nous ne disons pas qu'on n'a rien fait, mais nous voulons seulement alerter qu'on peut encore mieux le faire. Parce que vous ne pouvez pas stabiliser la monnaie lorsque les recettes de l'État n'évoluent pas positivement. Et pour ceux qui connaissent l'économie, ils savent comment l'actuel président, donc ce qui est un record, a réussi à nous constituer les réserves d'échange dépassant 5 milliards de dollars. Justement, c'est ça. C'était notamment du fait de l'évolution positive des finances publiques. Parce qu'en fait, comment ça se passait? L'année passée, nous avons fini l'année avec un excédent budgétaire de 1,5 milliard. Et du coup, comment les choses se passent? Lorsque, comme vous le savez, à part la dernière mesure conjoncturelle qui venait d'être prise, parce qu'on va y mettre fin, les sociétés minières et les sociétés pétrolières payaient leurs impôts en devises étrangères. Alors, qu'est-ce que faisait la Banque centrale? La Banque centrale rachetait ces devises-là. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des réserves d'échange qu'on n'avait jamais obtenues depuis que le Congo... beaucoup disaient que c'était du maquillage. Non, non, non. Bon, le problème, c'est que nous sommes dans un pays des encyclopédistes. Et comme ces encyclopédistes pensent que la science est à la portée de tout le monde, ils inventent même des termes qui n'existent pas, ils appellent ça Nyonsolon. Non, c'est lui qui connaît tout. En français, on l'appelle encyclopédiste. Ok. Alors, maintenant, quand quelqu'un veut vous dire qu'il y a un maquillage de chiffres, il faut d'abord demander son profil. Les réserves d'échange sont effectives, les recettes sont effectives, mais l'environnement international. Et c'est ainsi qu'en évaluation des politiques publiques, il y a une méthode pour le faire. Donc, lorsque vous êtes en train d'évaluer soit des politiques publiques, soit des politiques d'entreprise, il y a une approche qu'on appelle l'approche SWOT. C'est-à-dire que je dois connaître les forces, les faiblesses, les opportunités, ainsi que les menaces qui existent. Donc ça ne se fait pas comme les gens veulent le faire de manière robotique.
Et je voudrais vous dire que tout robot n'est pas forcément robuste. C'est ainsi que nous devons éviter des raisonnements robots et embrasser les raisonnements robustes. Donc, lorsqu'on veut faire l'évaluation politique, il faut tenir compte de ces 4 éléments-là. L'environnement. Donc, si quelqu'un vous dit que ça a été maquillage des chiffres, certainement, qui n'avait pas la bonne information. Vous savez que quand ça ne marche pas, nous le disons avec beaucoup d'autorité, quand ça marche, nous devons également avoir le courage de les dire. Donc, c'est pour vous dire que les plus de 5 milliards de dollars comme réserve d'échange sont réels. Et que les budgets de 16 milliards de dollars, moi j'y crois encore. C'est encore réel. Non, oui, parce que déjà au 28 juillet, nous étions déjà à plus de 12 000 milliards de francs congolais. Or, dans ces budgets, ce que les gens ne comprennent pas peut-être, c'est que les 75% proviennent des recettes internes. Et les 25% proviennent des recettes externes. Donc, lorsque déjà en recettes internes, nous sommes à plus de 12 000 milliards de dollars, avec un peu d'effort, moi, je crois qu'on peut atteindre les assignations, mais il faut une discipline et nous devons lutter sans concession contre la corruption. Et ça sera pour le bonheur de tous. Donc c'est pour tout ce que je disais là, c'est qu'en injection de devises, comme je vous ai dit que parmi les facteurs perturbateurs de la monnaie, il y a les problèmes d'ordre monétaire. En injectant les 150 millions de dollars, la Banque centrale ne connaît pas exactement la masse monétaire en circulation. Okay. Donc, quand on constate qu'il y a surchauffe, cela équivaudrait à dire qu'il faut également une injection supplémentaire. Et au regard de nos réserves d'échange, je ne souhaite pas qu'on puisse les terminer maintenant. Je crois qu'il y a lieu de stabiliser la parité tout au plus autour de 22 000 et continuer comme ça. Et à partir du mois de novembre, il faudra appliquer ce qu'on appelle les principes de l'école de public choice. Ah, comprenez qu'on est en face d'un professeur des universités. Là, il faudra vraiment mettre en balance les dividendes économiques et les intérêts politiques. Okay. Donc, à ce moment-là, ça, ce sont des stratégies que nous allons proposer au mois de novembre pour que ça baisse davantage. Okay. Donc, on ne peut pas dévoiler ça maintenant parce que ça fait partie de la stratégie de la stratégie donc de la conquête du pouvoir. Ok. Voilà. Alors, une question qui taraude quand même les esprits, c'est que pendant qu'on jubilait pour la baisse du dollar face au franc congolais, on avait quand même constaté que les opérateurs de téléphonie mobile n'avaient pas ajusté leur taux. Ils sont restés sur 2500, 2600. Ça veut dire qu'ils étaient clairvoyants parce que, bon, après, on a vu que les choses ont repris leur cours normal, comme d'habitude. Merci beaucoup. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je sais que chacun de nous ici a eu quand même à suivre les cours de comptabilité générale, soit au niveau de l'école secondaire ou bien au niveau de l'université. Donc, lorsqu'on enseigne la comptabilité générale, on commence par les principes de comptabilisation. On parle, on étudie les comptes, on parle du bilan et on débouche sur les états financiers. Mais lorsque on étudie les principes de la comptabilité, il y a un principe qu'on appelle le principe de la prudence. Donc, le mot économiste, il vit des anticipations. Pourquoi il anticipe? Parce que le marché n'est pas forcément linéaire. Okay. Donc, d'après ces principes prudentiels, l'opérateur économique, il comptabilise toutes les pertes, même les moins probables. C'est en fait pour ne pas disparaître. Okay. Et dans la même logique,
l'opérateur économique, avec ses réflexes de l'homo economicus, ne comptabilise que les intérêts qui sont déjà certains. Donc l'opérateur économique normal, ce n'est pas comme quelqu'un, il attend le paiement de la dette. Demain, il vous dit non, venez me voir à 10 heures, donc tu auras l'argent. Mais qui te rassure que demain tu auras l'argent? Donc c'est comme ça. Alors maintenant, les opérateurs économiques font de l'anticipation. Donc lorsque ça se stabilise, ce n'est pas du jour au lendemain que les prix doivent baisser. Ok. Généralement, dans la pratique, on observe la tendance pendant des semaines. Okay. Quand ça se stabilise à ces moments-là, ils ont confiance à la monnaie. Parce que la population s'est inquiétée, mais oui, mais... non, mais ça ne se fait pas. Pourquoi les prix ne baissent pas? Pourquoi les prix ne suivent pas? Ça ne se fait pas de manière robotique. Okay. Donc, quand ça stabilise, il faut du temps, une semaine, 2 semaines, mais pendant ce temps, il faut également demander à l'administration du ministère de l'économie de procéder au contrôle. Okay. Voilà. Alors, professeur, là maintenant, on va passer aux pistes de solutions. On a brossé les tableaux, on a posé les diagnostics. Alors, quelles sont les solutions? Parce que très souvent, on dit oui, mais c'est parce qu'on importe tout, on exporte moins, il faut diversifier l'économie. Mais que des paroles, pas d'actions concrètes. D'abord, il faut reconnaître ceci. Ça, je dois le dire avec beaucoup d'autorité. Je ne suis pas de ceux qui disent que les anciens dirigeants n'ont rien fait. Chacun a joué sa partition. Mais aujourd'hui, les faits attestent que depuis 2018, à ce jour, il y a eu d'énormes progrès sur le plan économique. Je vais vous donner quelques indicateurs. En décembre 2018, nous avons un PIB de 46 milliards de dollars. Et aujourd'hui, 4 ans après, nous avons un PIB de 69 milliards de dollars. C'est ce qui nous a permis d'entrer dans ces clubs très fermés des top 10 des meilleures économies africaines. Les budgets qui étaient à 4 milliards 800 millions en décembre 2018, vous avez suivi l'année passée, on a fait plus de 10 milliards de dollars. Et aujourd'hui, cette année, nous avançons vers les 16 milliards de dollars. Et moi, je crois qu'on peut y parvenir et même dépasser. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais la seule certitude, c'est que je ne suis pas un économiste en chambre. Donc, je suis praticien. J'ai passé au moins 25 ans dans nos régies financières. Je sais de quoi je parle. Alors, lorsque nous donnons ces pistes de solutions, ce n'est pas comme les autres disent qu'il n'y a pas de bilan. Donc, les bilans existent. Et encore, il faut savoir comment on dresse un bilan. Donc, quand vous dressez un bilan, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Donc, si en 2018, le PIB était à 46 milliards de dollars, et qu'en 2022, 2023, nous sommes à 69 milliards de dollars. Si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de bilan, certainement qu'il y a 3 endroits où il faut l'amener. Soit vous l'amenez à l'hôpital, soit vous l'amenez à l'école, soit vous l'amenez à l'église pour qu'il soit délivré. 69 moins 46, ça veut dire que en ayant 4 ans, il y a eu 23 milliards de richesses supplémentaires qui ont été créées. C'est pareil avec les budgets, qui a quitté 4 milliards pour basculer au-delà des prix de 10 milliards de dollars. Mais pour stabiliser la monnaie, maintenant là, par rapport à l'environnement, comme j'étais en train de vous le dire, nous ne devons plus rester seulement dans la politique monétaire conventionnelle. Nous devons maintenant entrer dans la politique monétaire non conventionnelle. Et je sais que de ce côté-là, la Banque centrale a suffisamment de ressources pour le faire. Qu'est-ce que moi je conseille à notre gouvernement? Il faut que la Banque centrale initie des contrôles rigoureux
en matière de rapatriement des 60% des devises par les sociétés minières. En effet, j'étais en train de vous faire voir comment la production qui préfère a évolué au fil des ans. Décembre 2018, nous exportons 1 million de tonnes. L'année passée, je vous ai dit que nous avons exporté plus de... nous avons exporté 2 500 000 tonnes. Et cette année, nous allons faire au moins 3 millions de tonnes. Avec la tendance actuelle des cours, c'est là qu'il faudrait dire que les sociétés minières ont fait beaucoup de ventes et qu'elles ont suffisamment de devises qu'elles doivent retourner en République démocratique du Congo. Et ces devises n'appartiendront certes pas à l'État, mais elles vont gonfler les coussins des devises parce que une fois placées dans les banques commerciales, ça va sécuriser la monnaie. Okay. Je sais que le mot économique, c'est toujours anticipatif. Généralement, ça c'est la pratique en Afrique, à la veille des élections, les multinationales ont peur de rapatrier leurs richesses dans les pays où se trouvent leurs sièges d'exploitation. Mais là, je demande au gouvernement d'abord, sur le plan politique, de rassurer toutes ces personnes que les élections auront bel et bien liées et que la Banque centrale également fasse son travail. Parce que si on rapatrie ces devises, il y aura de moins en moins de problèmes supplémentaires au-delà de ceux créés par l'environnement économique international. Est-ce qu'il y a un moyen de faire la pression pour que ces opérateurs économiques rapatrient les dollars? Oui, naturellement. Donc, naturellement, à part la pression, il y a aussi les dialogues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je peux conseiller à notre gouvernement, les premiers ministres, et pourquoi pas les présidents de la République lui-même, il peut accepter de recevoir tous ces grands de la filière minière pour savoir pourquoi ils ne repatrient pas. Mais généralement, ce que je sais, c'est qu'à la veille des élections en Afrique, les multinationales n'aiment pas avoir beaucoup d'argent dans ce pays-là. Ça, c'est connu de tous. Donc, on les rassure politiquement. Et aussi, entre-temps, la Banque centrale fait appliquer la loi. Okay. Premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut qu'on puisse améliorer davantage la mobilisation des recettes. Je sais que déjà les services mobilisateurs des recettes se débrouillent relativement bien, mais au regard du potentiel, on doit faire davantage. C'est ainsi que comme maintenant le temps est court, il faut un encadrement réel des recettes. Et pour moi, je crois qu'un tel encadrement ne peut réussir que s'il y a plusieurs services qui interviennent dans les contrôles. Lorsque vous lisez l'histoire de la lutte contre la corruption de par le monde, lorsque vous créez les monopoles dans les services de contrôle, ça ne marche pas. Donc j'ai passé presque toute ma vie à n'étudier que ça. Avec l'IGF, on sent quand même qu'il y a un contrôle. J'ai dit ceci, ces contrôles doivent être multipliés. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit laisser mettre la justice à l'écart. Okay. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre l'ANER à l'écart. Moi, je suis praticien. Je vous ai dit que j'ai passé au moins 25 ans dans les régions financières. Et même les parquets financiers. Au-delà, oui. Au-delà de ce que j'ai lu dans les livres, je vous dis que quand il y a plusieurs contrôleurs, les agents mobilisateurs de recettes tremblent. Et ils disent, donc je sais que nous sommes suivis sur toute l'étendue du territoire national, quand il y a plusieurs services qui contrôlent, vous allez entendre les agents dire, et même dire, pardon, on a ligné dans la convocation. Donc je vous dis sur le plan scientifique, il y a des auteurs américains qui ont écrit là-dessus. Lorsque vous luttez contre la corruption, on ne crée pas les monopoles de services de contrôle. Parce que la complaisance peut aussi s'inviter. Non, non seulement la complaisance, le familiarisme engendre le mépris. Et aussi, tout ce que l'homme fait reste imparfait. Là où l'IGF n'a pas vu, la Cour des comptes peut voir.
Là où la Cour des comptes n'a pas vu, l'IGF peut voir. Non, il y a une là où la Cour complémentarité. et des comptes et l'IGF n'ont pas vu, la justice peut voir. L'ANER peut voir. Donc c'est ce qu'il faut faire pendant ces 5 ans. On met ça en pratique. C'est 5 mois, vous voulez dire? Oui, oui, c'est 5 mois. Donc on met ça en pratique. Nous allons bel et bien atteindre. Merci, alors, ce que nous faisons, c'est là, avec des bonnes recettes, on ne sera pas en déficit. Parce que lorsque vous ne faites pas de recettes, et surtout que nous sommes en pleine année électorale, l'année électorale a des grandes échéances. Il y a l'échéance sociale et l'échéance politique. Donc pendant l'année électorale, il faut payer les gens régulièrement pour les enthousiasmer. Et il faut également donner beaucoup de moyens à la CENI pour respecter les délais. Et ce n'est pas le chef de l'État qui doit descendre. D'abord, je le félicite parce que s'il n'était pas descendu sur le terrain, le 9e juillet, la francophonie allait être un échec. Il était tout le temps là-bas et vous avez vu les résultats. Donc ici, ce que je demande, il faut que la conscience de chacun de nous puisse travailler. Lorsque vous avez des recettes, vous ne serez jamais en déficit. Alors, quelles que soient les réserves de change qu'on peut avoir, si la mobilisation des recettes est molle, on risque de perdre les réserves de change inutilement. Donc, je conseille à mon gouvernement qui fait déjà des choses merveilleusement bien, de veiller sur les rapatriements des devises. Comme nous sommes en pleine année électorale, généralement les études ont démontré qu'en Afrique, à chaque année électorale, les multinationales n'aiment pas garder leur argent dans ces pays-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire de la République démocratique du Congo, si le PEG 1 a échoué en 2005, c'est tout simplement parce qu'on avait trouvé qu'il y avait des dépassements budgétaires nés de l'organisation des élections. Oui. Et donc, contrairement à ceux qui disent que gouverner c'est prévoir, mais la science a tellement évolué, on dit aujourd'hui que gouverner c'est hériter. Donc nous devons profiter des erreurs du passé pour corriger un peu. Donc si aujourd'hui nous contrôlons les rapatriements des devises et que tous les services mobilisateurs des recettes sont sous la pression des contrôleurs. Donc quand je parle de la mobilisation des recettes, il ne faut pas seulement voir les 3 régies, mais il y a des entreprises publiques qui ont été transformées en sociétés commerciales. Et vous verrez que donc bien la situation va se calmer. Et une gestion orthodoxe également de voilà, ces recettes. et la qualité de la dépense. Donc là, c'est sur le plan conjoncturel. Oui. Mais au bout du tuyau, si nous voulons avoir une monnaie stable, nous devons entrer dans la diversification de la production. Et là, Madame Ritz, je voulais vous dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est grand, ne s'obtient jamais sans effort. Donc, nous devons diversifier la production de notre pays et pas la décréter comme j'entends les gens le dire. Parce que la diversification de la production en économie, du moins pour la RDC, rencontre des écueils majeurs. Lesquels? D'abord, nous avons les déficits énergétiques. Donc, pour industrialiser, il faut suffisamment d'électricité. Oui. Et d'aider pour diversifier la production, il faut un support bancaire. Donc, on n'industrialise pas un État avec l'argent de son salaire. Donc, il faut avoir des banques d'investissement qui vont accompagner les opérateurs économiques. Et pour mémoire, vous avez vu qu'en 1969, nous avons eu notre premier code des investissements libéral. Et en 1970, le maréchal Mobutu avait créé la SOFIDE, n'est pas très loin des Donc c'était en fait une société qui accompagnait les investissements. Et vous allez voir que entre 1969 et 1972, nous avons eu beaucoup de sociétés, vous n'étiez pas encore nés. C'est à ce moment-là qu'on a eu Sotexki, Cadel, Goudier. Vous voyez là où se trouve le marché de la liberté? Oui. On fabriquait les batteries de ce côté-là. Mais malheureusement,
La solution viendrait peut-être des zones économiques spéciales comme on est en train de oui. prévoir par le ministre. Donc, c'est-à-dire que les zones économiques sociales ont toujours existé partout. Et si la Chine s'est développée, et moi je soutiens les présidents de la République par rapport à cette vision-là, donc, les zones économiques ne sont pas une nouvelle invention en République démocratique du Congo. Elles ont eu à exister. À l'époque de Mobutu, du maréchal Mobutu, et à son âme, il avait créé ce qu'on appelait les OFI, donc les zones franches pour les investissements. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les zones économiques. Professeur, on me fait signe qu'on a consommé nos 45 minutes, non, on aura les mais la matière est abondante. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les zones économiques spéciales sont un atout supplémentaire pour le développement de la RDC. Une dernière question, parce que cette question, elle revient toujours, mais comme j'ai l'occasion de vous avoir, je vous la pose quand même. Vous avez tant vanté notre PIB, nos réserves d'échange, mais ça, quelle incidence sur le vécu quotidien du Congolais lambda? Voilà. Donc, comme... En une minute. Comme l'économie quantitative est difficile à comprendre par tout le monde, parce que la science ne descendra pas vers nous. C'est à nous de monter là où se trouve la science. D'élever les niveaux. Et si tu aimes la science t'aimera. Alors, comme l'économie quantitative est difficile, la théorie de l'économie de développement a développé des notions qu'on appelle des indicateurs sociologiques du développement. Quels sont ces indicateurs? Ce sont les chantiers, vous les voyez. Ce sont les embouteillages, les embouteillages là. C'est aussi les indicateurs sociologiques de la croissance qui veulent dire que les gens ont gagné plus d'argent et maintenant ils ont plus de véhicules. Décembre 2018, toutes choses restant égales par ailleurs. Décembre 2018, les véhicules qui étaient immatriculés pour la ville de Kinshasa étaient autour de 650 000. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 million. Lorsque vous dites que vous voulez sentir l'incidence, mais descendez à Bumbo, descendez à Selembao. Aujourd'hui, il est possible de quitter la commune de la Gombe jusqu'à Selembao sans passer par les trous. Alors, les chauffeurs de taxi bis, avec leurs clients respectifs, qui avaient l'habitude de se sentir secoués chaque fois qu'ils étaient entrés dans le trou, quand ils passent et qu'il n'y a plus trop de secousses, c'est aussi l'incidence de la croissance. Merci professeur, ça sera la fin de cette émission. Oui. Je sais que vous vous posez la question de savoir pourquoi on n'a pas posé d'autres questions, je sais. Le professeur nous promet de nous revenir très bientôt. Il va nous accorder l'exclusivité, n'est-ce pas professeur? Oui. Voilà, et je vous dis merci de nous avoir suivis de partout. Très bonne suite de programme sur nos antennes.